Bonjour et bienvenue à tous. On vous retrouve dans le cadre de notre émission relative aux droits des affaires et de l'entreprise. Aujourd'hui, on va parler du particularisme du contentieux douanier. Pour parler de ce sujet, j'ai invité un de mes étudiants, et je dirais brillants étudiants. Il s'agit de M. Youssef Filsen, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour, cher professeur, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais. Avant cela, je voudrais quand même faire avec vous un petit tour avant de parler du sujet. Donc, vous êtes diplômé du master droit des affaires Exactement. et actuellement, vous êtes dans le cadre d'un stage. Qu'est-ce que vous faites sur le Exactement, je suis Exact. dans le cadre d'un stage Dans dans un un cabinet cabinet d'avocat. d'avocat, bien sûr. Très bien, parce qu'il n'y a pas meilleure manière de mettre en pratique l'apprentissage que vous avez eu pendant ces 5 dernières années Effectivement. qu'un cabinet d'avocat. Exactement, pour appliquer, bien sûr, nos connaissances juridiques en la pratique, bien sûr. C'est un bon choix. Alors, pour ce qui concerne le sujet, je voudrais d'abord que vous introduisiez le sujet à nos auditeurs. Donc, le particularisme du contentieux douanier, c'est un sujet qui est très important parce que lorsqu'on examine les dispositions relatives au code des douanes et impôts indirects, on trouve parfois que le législateur, il sort dans le cadre du droit commun pour justement élaborer des règles qui sont spécifiques et particulières pour justement répondre au particularisme de la matière douanière. Donc, Alors, en quoi se manifeste le particularisme de la matière douanière? Parce qu'il y a un droit pénal, ouais, d'accord? ouais, Et en fait, le droit douanier en général, il renferme un certain nombre de exactement. sanctions pénales. Quel est le particularisme? Avant de répondre à votre question, je voudrais juste m'arrêter sur la notion du contentieux douanier, parce que dans la plupart du temps, la doctrine, elle reprit la définition de l'infraction douanière comme base de définition, donc qui se définit comme étant un acte ou une abstention contraire aux lois et règlements douaniers et réprimés par ces textes. Donc justement, le particularisme de la matière douanière, elle se manifeste dans plusieurs aspects. Par exemple, au niveau des règles matérielles relatives à l'infraction douanière, qui se manifestent à travers ces éléments constitutifs, ces peines et voire même aux règles liées à la responsabilité pénale, comme par exemple les éléments constitutifs au niveau de l'élément matériel, au niveau de la tentative et la complicité. Vous savez, la tentative en droit commun, elle est punissable en matière des crimes. Pour les délits, il n'est pas punissable qu'en vertu d'une disposition spéciale. Et pour les contraventions, la tentative n'est jamais punissable. Mais par contre, en droit douanier, l'article 206 prévoit que, 206 de quoi? dans son sens du Code des douanes et impôts Voilà. indirects, effectivement, prévoit que. Tout le monde ne sait pas ce que c'est Ah que ouais. l'article 206. Donc, il prévoit que toute tentative d'infraction douanière est assimilable à l'infraction elle-même et est réprimée comme telle. Parce que, comme vous savez, en droit douanier, nous avons que deux catégories d'infractions douanières, à savoir les délits et les contraventions. Et la catégorie des crimes, elle fait défaut en droit douanier. Également, au niveau de la complicité, le droit douanier, plutôt le code des douanes, il réprime la complicité, que ce soit pour les délits et les contraventions, contrairement au code pénal qui prévoit l'impunition en matière de contravention. Et justement, au niveau. L'impunité. L'impunité, Oui. exactement, en vertu de l'article 129. Également, au niveau de l'élément moral, parce que c'est très important de citer cela, l'article 205 prévoit que l'infraction douanière est constituée de seul fait de sa réalisation matérielle, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'intention de son auteur. Donc, les infractions douanières rentrent dans la catégorie des infractions non intentionnelles, dans la mesure où le seul fait de la constatation de ces faits matériels suffit pour entraîner l'application des peines prévues par le Code des douanes. Un point très important au niveau de la responsabilité en droit douanier, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité pénale présumée de certains auteurs en vertu de leur fonction ou activité. Nous avons le fameux article 223 qui prévoit que sont présumés pénalement responsables les propriétaires, les transporteurs de marchandises de fraude, les capitaines de navires, bateaux et les commandants d'aéronefs pour les infractions commises à bord de ces véhicules. Donc, lorsqu'on examine cette disposition, on trouve vraiment qu'il va à l'encontre du principe fondamental de la présomption d'innocence, qui est
garantie, reconnue et protégée par les conventions internationales, par la Constitution marocaine de 2011 et voire même par l'article 1er du Code de la procédure pénale qui prévoit que toute personne est présumée innocente jusqu'à sa culpabilité soit établie. Étant donné qu'en matière douanière, il y a un renversement de la charge de la preuve. Ce n'est pas l'administration des douanes qui va apporter la preuve. C'est le contraire, c'est à l'accusé de démontrer son innocence pour pouvoir justement échapper aux sanctions qui sont prévues par le Code des douanes. Alors parmi les sanctions, il y a l'amende, pardon. Et donc l'amende douanière, est-ce qu'elle diffère de l'amende qu'on retrouve ou qui est prévue par le Code pénal? Effectivement, les peines qui sont prévues par les codes des douanes, c'est l'emprisonnement et l'amende. Si l'emprisonnement ne pose pas de problème dans la mesure où le législateur se réfère aux règles de droit commun, à savoir le code pénal, l'amende douanière, en revanche, a donné lieu à une controverse quant à sa nature juridique. Est-ce qu'elle revêt un caractère répressif, ou bien un caractère de réparation civile, ou bien les deux à la fois? L'examen des dispositions du code des douanes et un point direct permet de dire que l'amende douanière elle a un caractère qui est particulier, elle a un caractère mixte. Par exemple, les dispositions qui démontrent qu'il a un caractère répressif, c'est qu'elles sont infligées, sont prononcées par les tribunaux répressifs et non pas par les tribunaux civils. Également, elles sont inscrites au casier judiciaire et au fichier de société conformément aux règles de la procédure pénale. Également, elles sont prononcées même si elles ne causent pas à l'État aucun préjudice. Et cela, contrairement aux règles de droit civil qui exigent l'existence de préjudice pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité civile. En revanche, les dispositions qui démontrent qu'il a un caractère de réparation civile, c'est que l'amende douanière il est appliquée même aux mineurs et aux aliénés mentaux. C'est là contrairement au code pénal qui prévoit l'irresponsabilité de ces personnes-là pour défaut de discernement. Également, ils sont prononcés, c'est-à-dire les amendes douanières sont prononcées au profit de l'administration des douanes et non pas au profit du trésor. Et également, les amendes douanières, bien sûr, l'administration des douanes peut conclure des actes transactionnels pour justement mettre fin à ces amendes douanières. Alors, oui, bien entendu. Justement, on dirait que l'administration douanière dispose d'un peu plus de liberté par rapport au ministère public. Ouais. Est-ce que, justement, le ministère public a un niveau de liberté de manœuvre ou est-ce qu'il est tenu par la décision de l'administration des douanes? Vous savez, en matière douanière, la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique est tout entière soumise au dépôt de la plainte de la part de l'administration des douanes. Parce que le ministère public ne peut exercer son pouvoir et décider d'agir avant d'avoir été saisi d'une plainte de la part de l'administration des douanes, qui est donc juge d'opportunité des poursuites douanières. Mais il faut préciser qu'en cas de concours des infractions, c'est-à-dire s'il y a un fait qui porte atteinte au droit commun et un fait qui constitue une infraction douanière, l'administration des douanes ne peut saisir le tribunal que par l'infraction qui lui porte préjudice, à savoir l'infraction douanière. Et pour le délit de droit commun, le ministère public n'est pas subordonné à aucune prescription légale liée au service douanier, parce que l'ordre social dont il a la sauvegarde prime sur toute législation spéciale. Donc, en réalité, mais vous n'avez pas répondu à la question, donc est-ce que le ministère public a une liberté de manœuvre ou pas? Il n'a pas vraiment une liberté de manœuvre lorsqu'il concerne une infraction douanière parce que justement l'administration des douanes elle peut conclure des actes transactionnels pour justement mettre fin à l'action du ministère public et celle de l'administration des douanes. Alors vous avez dit tout à l'heure que la charge de la preuve en droit pénal, ce qui est une vérité, est marquée par le principe de la présomption d'innocence. Redites-nous un peu ce qu'il en est en droit douanier. Parce que ça, c'est important. Vous avez mis le doigt sur un problème très lourd. Quand vous dites qu'en fait, c'est à la personne d'apporter la preuve de son innocence vis-à-vis de l'administration. Je vous remercie pour cette question. Vous savez, en matière douanière, la liberté de la preuve est reconnue. Et le moyen le plus efficace et le plus courant, ce sont les procès-verbaux dressés par les agents de douane lors de la procédure d'enquête. Et justement, pour faciliter la tâche à l'administration des douanes, le législateur marocain il a donné une autorité supérieure aux procès-verbaux dressés par les agents de douane par rapport à ceux des autres administrations, comme par exemple le procès-verbal dressé par les officiers de la police judiciaire. Donc, un procès-verbal qui a été dressé par 2 agents de douane au plus, il fait foi jusqu'à inscription de faux.
pour les constatations matérielles que l'on relate. C'est-à-dire qu'il a une force probante qui est absolue, ce qui limite un petit peu le pouvoir d'appréciation du juge. Et lorsqu'un procès verbal il a été dressé par un seul agent de l'administration, il fait foi jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'il a une force probante qui est relative. Et vous savez, je voudrais juste préciser un point sur la compétence juridictionnelle en matière de la douane, parce qu'il y avait un débat sur la compétence juridictionnelle. Est-ce que le tribunal de première instance qui est compétent ou bien le tribunal administratif, vu que l'administration des douanes fait partie des personnes morales du droit public? La réponse elle est claire, elle est dans l'article 214 qui prévoit que les amendes douanières elles sont infligées par les tribunaux répressifs. Lorsqu'il s'agit d'un contentieux civil ou pénal, c'est le tribunal de première instance qui est compétent. Donc la question est tranchée par un texte. Lorsqu'il s'agit de l'examen de l'article 8 de la loi 41/90 instituant les juridictions administratives, qui donne au tribunal administratif la compétence pour connaître les litiges relatifs au recouvrement des créances publiques, qui est bien évidemment le code de recouvrement des créances et considère les taxes douanières comme des créances publiques, c'est le tribunal administratif qui est compétent. Donc, s'il s'agit d'un litige relatif aux taxes douanières, c'est le tribunal administratif. S'il s'agit d'un litige relatif aux amendes douanières, c'est le tribunal de premier instant qui est compétent. Et bien sûr, cela il a été confirmé par la Cour de cassation à plusieurs reprises. C'est une jurisprudence en fait. Oui, exactement. Très bien. Ben, écoutez, on a fait le tour de la question, très rapidement d'ailleurs, de manière très précise et concise. Avant de nous quitter, une question d'ordre général. Quelles sont vos lectures, vos préoccupations du moment, autres que le droit? Alors, je viens d'achever la lecture d'un livre qui est intitulé Le pouvoir illimité de son auteur Anthony Robbins, qui parle sur le développement personnel. Elle traite la problématique de la PNL, la programmation neurolinguistique, et qui constitue bien sûr un manuel pour justement améliorer sa qualité de vie au niveau personnel et également professionnel. Alors c'est un livre qui vous a apporté quelque chose? Vous l'avez apporté, lu ou vous êtes en train de le lire? Je l'ai lu, mais vraiment je recommande de le lire parce que c'est un livre qui est très important. Alors c'est dommage que vous ne l'ayez pas, comme ça on aurait pu le montrer, mais l'idée est bonne. Redites le titre. Le pouvoir illimité, Anthony Robbins. Très bien. Ben, je vous remercie. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation et à vous, je vous dis à bientôt. À bientôt.